bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet médical très présent aux urgences et en réanimation, les intoxications aiguës. On va s'appuyer sur le chapitre 56 qui nous a été fourni. Notre but, c'est d'extraire l'essentiel de ce texte qui est assez dense. Comment on reconnaît une intoxication? Quelles sont les toutes premières actions? Quel traitement spécifique on a pour les cas, disons, classiques comme le paracétamol ou les opioïdes? Et puis, pourquoi le suivi est si important? Il y a une phrase clé dans ce chapitre qui donne le ton pour presque tout en fait. C'est la dose qui fait le poison. Absolument. Et ce document médical, il nous fournit vraiment une grille de lecture pour comprendre ces situations qui sont souvent très complexes. Ça va bien au-delà de la simple erreur de prise de médicaments. La variété des causes et des tableaux cliniques est immense. D'accord. Alors, pour commencer, comment ce chapitre nous aide un peu à y voir clair, à classer ces différentes intoxications? J'imagine qu'il y a plusieurs façons de les aborder. Oui, en effet, le chapitre propose une classification assez utile. On peut regarder le nombre de personnes touchées, est-ce que c'est individuel ou collectif, le contexte, accident à la maison, tentative de suicide, exposition au travail, usage récréatif, la voie d'exposition aussi, ingestion, inhalation, contact avec la peau. Mais il y a une distinction vraiment fondamentale qui est mise en avant, c'est celle entre les toxiques qu'on appelle fonctionnels et les toxiques lésionnels. Les fonctionnels, ils agissent sur des récepteurs, ils vont perturber une fonction, le coma, des troubles cardiaques, mais sans abîmer directement les cellules, les tissus, l'effet réversible une fois le produit éliminé. Pensez aux somnifères par exemple, type benzodiazépine. D'accord. Et puis, il y a les lésionnels. Eux, ils attaquent directement les organes, souvent avec un délai d'ailleurs, avant que les symptômes apparaissent. L'exemple typique, c'est le paracétamol, qui peut détruire le foie. Cette distinction, elle est vraiment cruciale pour la prise en charge. Très clair. Et alors, quelle est l'ampleur du phénomène en France d'après ce document? Surtout à l'hôpital. Le constat est assez frappant. Environ 90% des cas graves qu'on voit hospitalisés, ce sont des intoxications médicamenteuses volontaires, qu'on appelle IMV. Souvent, c'est dans un contexte de tentative de suicide. Ah oui, 90% quand même. Oui, c'est énorme. Et les médicaments qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les psychotropes. En tête, on a les benzodiazépines et les somnifères apparentés. Ensuite, on trouve d'autres psychotropes comme certains antidépresseurs, surtout les plus récents, les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recaptation de la sérotonine. Les antalgiques aussi, comme le paracétamol, sont très courants. Et un point très important, l'alcool, l'éthanol, est très souvent associé, dans plus de 40% des cas d'ICMV en fait. On voit aussi bien sûr des intoxications avec des médicaments pour le cœur ou encore des usages de drogues dites festives comme la cocaïne, l'ecstasy, le MDMA ou les nouvelles drogues de synthèse qui apparaissent. Donc une très forte majorité de gestes volontaires avec des médicaments finalement assez courants. C'est ça. Et ça nous amène à un point qui est vraiment essentiel, soulevé dans le chapitre, concernant le devenir de ces patients. Parce que si la mortalité immédiate à l'hôpital est faible, heureusement, le risque de récidive de tentative de suicide est potentiellement fatal cette fois, elle est élevé dans l'année qui suit. On parle de 5 à 10%. Ah oui, c'est considérable. C'est énorme. D'où l'importance, mais vraiment capitale, d'une évaluation psychiatrique et ou addictologique systématique avant la sortie du patient. Il ne faut pas traiter uniquement l'intoxication aiguë, il faut aussi s'occuper de la cause sous-jacente. C'est un message très fort, effectivement. Alors passons à la pratique. Imaginons la scène. Une personne arrive aux urgences, on suspecte une intoxication. Comment on s'y prend concrètement? Le texte donne l'exemple de Madame P, 19 ans. Oui, la démarche qui est décrite est très structurée et surtout très rapide. Il faut évaluer et agir en même temps, dès les premières secondes. D'abord, il faut confirmer l'intoxication. Souvent, le contexte aide. La personne avoue, les proches racontent, on trouve des boîtes vides. Les informations des secours sont précieuses, il faut les recueillir tout de suite avant qu'ils repartent. Oui. Mais, et c'est très important, il faut systématiquement éliminer d'autres causes possibles aux symptômes. Surtout si la personne est confuse ou dans le coma. Et quels sont ces diagnostics à ne surtout pas manquer? Le plus urgent et le plus simple à vérifier, c'est l'hypoglycémie. Donc, une glycémie capillaire, au bout du doigt, tout de suite. C'est essentiel. Après, il faut penser à un traumatisme crânien. Est-ce qu'il y a une plaie, un hématome, une méningite, un AVC, voire une infection sévère? C'est pas parce qu'on trouve une boîte de médicaments vide que c'est forcément la seule explication des symptômes. D'accord, logique. En parallèle donc, on évalue la gravité immédiate. Est-ce que la personne est consciente? Est-ce qu'elle respire bien, efficacement? Est-ce que son cœur bat correctement?
C'est l'approche classique des urgences, l'ABCDE. On mesure les constantes vitales, tension artérielle, PA, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, SpO2, température. Et les premières actions découlent directement de cette évaluation rapide. Exactement. On met sous monitorscope, ECG, SpO2, PA. On donne de l'oxygène si besoin. Si la personne est inconsciente, on la met en position latérale de sécurité, la PLS, pour protéger ses voies aériennes. On pose une voie veineuse. S'il y a un état de choc, on commence le remplissage vasculaire. Si c'est un arrêt cardiaque, on démarre la réanimation. Et bien sûr, on appelle de l'aide, le médecin senior, le réanimateur. La rapidité et la protection des fonctions vitales, c'est vraiment la clé. Une fois ces étapes vitales assurées, comment on essaie d'identifier le ou les toxiques en cause? C'est un peu un travail de détective, j'imagine. C'est exactement ça, c'est l'enquête toxicologique clinique. Elle repose sur plusieurs éléments. D'abord, l'interrogatoire, l'anamnèse. On interroge le patient si c'est possible, l'entourage, les témoins, les secours. Quel produit exactement? Quelle quantité? Très important. À quelle heure ça a été pris? C'est ce qu'on appelle le T0. Dans quel contexte? Et attention, il faut toujours penser aux co-intoxications. C'est très fréquent que les gens prennent plusieurs choses. Oui. Ensuite, il y a l'examen clinique, très minutieux, à la recherche de signes spécifiques. Et c'est là qu'interviennent ces fameux toxidromes dont on entend parfois parler. Précisément. Les toxidromes, ce sont des ensembles de signes cliniques caractéristiques qui orientent vers une classe particulière de toxiques. Le chapitre en décrit plusieurs qui sont clés. Par exemple, le syndrome opioïde, avec un coma calme, des pupilles très serrées, on dit en myosis, et une respiration lente. C'était le cas de Madame P dans l'exemple. D'accord. Il y a aussi le syndrome anticholinergique, agitation ou coma, des pupilles au contraire très dilatées, mydriase, le cœur rapide, la peau sèche. Le syndrome de myorelaxation, coma calme, muscles tout mous, hypotonie, c'est typique des benzodiazépines. Le syndrome sérotoninergique, agitation, des secouches musculaires, de la fièvre. Ou encore le syndrome adrénergique, agitation, hypertension, cœur rapide, souvent lié à la cocaïne ou aux amphétamines. Reconnaître un de ces tableaux, c'est une aide précieuse au diagnostic. Et il y a un examen qui semble vraiment incontournable d'après le texte. L'électrocardiogramme, l'ECG, oui, absolument systématique. Il recherche notamment des signes de toxicité directe sur le cœur. En particulier un signe de gravité majeure qu'on appelle l'effet stabilisant de membrane, qui se traduit par un élargissement des complexes QRS sur l'ECG. C'est une urgence vitale, liée à certains médicaments comme les vieux antidépresseurs, les tricycliques ou la cocaïne par exemple. L'ECG guide vraiment la surveillance et parfois même le traitement immédiat. Compris. Et enfin, dans l'évaluation, on regarde le retentissement sur les autres organes, le cerveau, les poumons, la circulation, et on recherche aussi des complications, liées par exemple à l'immobilisation prolongée, des points de compression sur la peau, une hypothermie, une atteinte musculaire qu'on appelle rhabdomyolyse. Et il faut répéter cette évaluation parce que l'état du patient peut changer très vite. En cas de doute d'ailleurs, l'appel au centre antipoison est toujours une bonne idée. Ils ont une grande expérience. Donc, une évaluation clinique très poussée et répétée. Et ensuite, quels examens complémentaires sont généralement utiles? Ils servent principalement à deux choses. Évaluer l'atteinte des organes et, parfois, à confirmer ou à doser le toxique. Le bilan biologique qu'on va demander dépend de l'état du patient et du produit qu'on suspecte. Si le patient a des symptômes ou s'il a pris un toxique connu pour être à risque, on fait au minimum un ionogramme sanguin, une créatinine pour les reins. Mais souvent on fait plus. Un bilan du foie, essentiel si on suspecte du paracétamol, la troponine pour le cœur, les lactates, les gaz du sang, une radio des poumons. D'accord. Par contre, si le patient est asymptomatique et qu'il a pris un toxique fonctionnel jugé peu risqué à faible dose, par exemple quelques comprimés de benzodiazépine, un bilan n'est pas forcément utile. Mais attention, s'il s'agit d'un toxique lésionnel, même si le patient va bien au début, il faut faire un bilan ciblé sur l'organe à risque. Typiquement, le foie pour le paracétamol, les reins pour le lithium. Et les dosages spécifiques du toxique lui-même, dans le sang par exemple, quand est-ce qu'on les fait? Ils sont vraiment cruciaux pour certains produits parce que la concentration qu'on va mesurer dans le sang va directement guider le traitement. Le chapitre en cite plusieurs importants. Le paracétamol, la digixine, un médicament pour le cœur, le lithium, la carbamazépine et le valproate, des antiépileptiques, les salicylés, l'aspirine à haute dose.
Pour cela, il faut un résultat rapide du laboratoire. Et si on ne sait pas du tout ce que la personne a pris? Alors, si le toxique est inconnu, ou s'il y a un doute chez un patient grave, on peut demander un criblage toxicologique. C'est une analyse plus large qui recherche différentes familles de substances dans le sang ou les urines. Et une bonne pratique, recommandée dans le texte, c'est de toujours garder des prélèvements conservatoires, des tubes de sang et d'urine mis au frigo, au cas où l'évolution ne serait pas celle attendue et qu'on ait besoin de faire des analyses plus tard. Très bien. Passons maintenant au traitement proprement dit. Une fois le diagnostic posé, ou au moins fortement suspecté, comment ça s'organise? Bon, il y a 2 grands volets. D'abord, le traitement symptomatique, celui qui va soutenir les fonctions vitales défaillantes, et ensuite, le traitement toxicologique spécifique, qui cible le toxique lui-même. L'orientation du patient, surveillance simple aux urgences, hospitalisation en soins continus ou en réanimation, va dépendre de la gravité bien sûr. Le traitement symptomatique, c'est un peu la base de tout, j'imagine. C'est fondamental, oui. C'est traiter les défaillances d'organes. Si le patient est dans un coma profond qui ne réagit pas à un éventuel antidote, il faut l'intuber et le ventiler. S'il y a un état de choc, c'est remplissage vasculaire, médicaments pour soutenir la tension comme la noradrénaline. Si les reins lâchent, c'est la dialyse. C'est la réanimation standard mais adaptée au contexte de l'intoxication. D'accord. Et le traitement spécifique alors? Il vise à éliminer le toxique ou plutôt à contrer ses effets. Et franchement, son efficacité est assez modeste et les conditions pour l'utiliser sont strictes. Il faut que la prise soit très récente, moins de 2 heures, que le patient soit bien conscient. Son usage est devenu assez restreint aujourd'hui. D'accord. L'approche la plus ciblée et la plus efficace quand elle existe, c'est l'utilisation d'antidotes spécifiques. Justement, quels sont les antidotes vraiment clés à connaître, ceux que le chapitre met en avant? Oui, le texte insiste sur quelques-uns qui sont incontournables pour la pratique. Pour les opioïdes, morphine, héroïne, tramadol, etc., c'est l'analoxone. On l'administre par petites doses en intraveineuse IV pour juste rétablir une respiration suffisante, sans forcément réveiller complètement le patient. Puis souvent, on la met en perfusion continue parce qu'elle agit moins longtemps que l'opioïde. Pour les benzodiazépines, Valium, Lexomil, etc., c'est le flumazénil. Mais attention, on l'utilise avec beaucoup de prudence, en titration IV aussi, et il y a des contre-indications importantes, notamment si le patient est épileptique ou s'il a pris en même temps des produits qui peuvent donner des convulsions. Ah oui, important. Pour le paracétamol, l'antidote est la N-acétylcystéine, l'ANAC, qu'on donne par voie IV sur plusieurs heures. Pour la toxicité cardiaque grave, l'effet stabilisant de membrane dont on parlait, les QRS larges à l'ECG, c'est le bicarbonate de sodium molaire à 8,4% en IV. Pour l'intoxication au monoxyde de carbone, CO, c'est l'oxygène pur à 100%, soit au masque à haute concentration, soit parfois en caisson hyperbare pour les cas graves. Et enfin, pour le cyanure, qu'on trouve notamment dans les fumées d'incendie, l'antidote est l'hydroxocobalamine, cyanokite. Merci, c'est très concret comme liste. Alors justement, attardons-nous peut-être sur quelques intoxications particulièrement fréquentes. Le paracétamol, on en a tous à la maison. Oui, c'est vraiment l'exemple type du toxique lésionnel. L'intoxication est très fréquente, souvent volontaire, mais parfois accidentelle par mes usages. Elle est souvent asymptomatique au tout début, ce qui est piégeux, mais elle peut évoluer en quelques jours vers une hépatite très grave, parfois fulminante et mortelle. Le risque est plus important chez certaines personnes, âgées, dénutries ou qui consomment de l'alcool de façon chronique. Et l'antidote, l'ANAC, il faut le donner vite, hein? Oui, il est très efficace, mais il faut l'administrer tôt, idéalement dans les 8 à 10 heures qui suivent l'ingestion. La décision de traiter ou non, et comment, se base sur le dosage du paracétamol dans le sang, la paracétamolémie. On fait cette prise de sang à partir de la 4e heure après l'ingestion supposée, et on interprète le résultat sur un graphique spécial qu'on appelle le nomogramme de Rumack-Matthew. D'accord. Et l'alcool, qui est si souvent présent, vous le disiez? Ah, l'intoxication écrique aiguë. Oui, c'est la plus fréquente de toutes et de loin. Le diagnostic est clinique, en général assez évident. La gravité, elle vient surtout des complications. Le coma, avec le risque d'inhalation du contenu de l'estomac dans les poumons, l'hypoglycémie, surtout chez l'enfant ou la personne dénutrie, les traumatismes associés parce que la personne est tombée, l'hypothermie. Il n'y a pas d'antidote spécifique pour l'alcool. Donc c'est juste de la surveillance. C'est principalement symptomatique. Hydratation, surveillance. Il faut penser, chez les personnes à risque de carence, dénutrition, alcoolisme chronique, à donner des vitamines B1 et B6 pour prévenir une complication neurologique grave qui s'appelle l'encéphalopathie de Guéhier-Wernicke.
Et surtout, il ne faut pas banaliser une intoxication aiguë à l'alcool, même chez un adolescent. Une consultation d'addictologie est nécessaire derrière. Et il faut aussi anticiper chez les buveurs chroniques qui sont hospitalisés le risque de syndrome de sevrage à l'arrêt de l'alcool. Tremblements, sueur, anxiété, tachycardie, voire délirium tremens, qu'on traite par hydratation, vitamines et souvent des benzodiazépines. Un autre toxique qui est abordé, c'est le monoxyde de carbone, le CO. Ce gaz invisible et inodore. Oui, très important car potentiellement très grave et difficile à diagnostiquer. Il provient de combustion incomplète. Un chauffage défectueux, un chauffe-eau mal réglé, un incendie bien sûr. Sa toxicité vient du fait qu'il se fixe très fortement sur l'hémoglobine, à la place de l'oxygène, et du coup il prive les organes, surtout le cerveau et le cœur, d'oxygène. Et le danger, c'est que les symptômes sont peu spécifiques, c'est ça? Exactement. Ça peut être juste des maux de tête, des nausées, une sensation de malaise, de la confusion, des signes très banaux, d'où le risque de passer à côté ou de mettre ça sur le compte d'une grippe ou d'une gastro. Le diagnostic repose sur l'association des symptômes et du dosage du CO dans le sang. On mesure la carboxyhémoglobine, l'HbCO. Mais attention, un taux normal n'exclut pas forcément une intoxication, si le prélèvement a été fait tardivement ou si la personne a déjà reçu de l'oxygène. Le traitement, c'est l'oxygène à 100%, le plus vite possible, et parfois en caisson hyperbare pour les cas graves ou chez la femme enceinte. C'est une intoxication à déclaration obligatoire aux autorités sanitaires. Et juste un mot rapide sur les fumées d'incendie en général. Oui, parce que dans les fumées d'incendie, en plus du CO et bien sûr des brûlures des voies aériennes, il y a un autre danger majeur. C'est l'intoxication au cyanure. Le cyanure, lui, bloque la respiration à l'intérieur même des cellules. Ça entraîne très vite un coma, un état de choc, une acidose lactique majeure. L'antidote, c'est l'hydroxocobalamine, le cyanokit. Et il faut l'administrer très précocement, dès la suspicion, sans attendre de confirmation biologique. Le document aborde aussi plus brièvement d'autres situations, comme les intoxications collectives ou l'arrivée des nouvelles drogues. Oui, très rapidement. Pour les intoxications collectives, par exemple lors d'un accident chimique ou d'un acte de terrorisme, la grande priorité change un peu. Ça devient la protection des intervenants et de l'hôpital lui-même, avec la nécessité d'une décontamination des victimes avant de pouvoir commencer les soins individuels. C'est une logistique très particulière. Et les nouvelles drogues? Concernant les nouvelles drogues de synthèse, NPS, le chapitre souligne que le marché est en constante évolution, avec des produits aux effets très variés et souvent imprévisibles et dangereux. Ça peut aller de dépresseurs puissants type GHB à des stimulants très forts comme les sels de bain ou des hallucinogènes comme le spice. Les risques sont majeurs. Coma profond avec risque d'asphyxie. Le texte cite d'ailleurs le fétanyl, un opioïde de synthèse extrêmement puissant, comme première cause de décès par intoxication aux États-Unis. Impressionnant. Oui, et puis il y a aussi des risques de troubles psychiatriques très graves et durables. Quant aux drogues plus classiques, comme la cocaïne, le cannabis ou l'ecstasy, MDMA, le texte rappelle leurs risques principaux. Cardiovasculaire et neurologique pour la cocaïne, psychotrope pour le cannabis, et pour les amphétamines comme l'ecstasy, le risque de coups de chaleur, hyperthermie maligne et de syndrome sérotoninergique. Bon, si on devait synthétiser, retenir les messages vraiment essentiels de tout ce qu'on vient de discuter à partir de ce chapitre. Alors, les points clés, les messages à marteler seraient: Obtenir toutes les informations possibles des témoins, de l'entourage, des secours, et ce, immédiatement à l'arrivée. Toujours éliminer les diagnostics différentiels d'un trouble de la conscience, et en premier lieu l'hypoglycémie. La glycémie capillaire, c'est un réflexe. Protéger les voies aériennes sans délai, si nécessaire. PLS, intubation. Faire un ECG systématique et l'interpréter soigneusement à la recherche d'une toxicité cardiaque. D'accord. Cinquièmement, adapter les examens complémentaires à la clinique et aux toxiques suspectés. Ni trop, ni trop peu. Mais pensez au dosage du paracétamol quand c'est pertinent, c'est crucial. Ne pas hésiter à collaborer avec le réanimateur et à appeler le centre antipoison pour avis. Et enfin, septièmement, et c'est peut-être un des messages les plus importants pour le devenir du patient, ne jamais oublier l'évaluation psychiatrique et ou addictologique en cas d'intoxication volontaire avant d'envisager la sortie.
Le petit cas clinique de Monsieur X à la fin du chapitre, une personne trouvée ivre sur la voie publique qui cachait en fait un traumatisme et peut-être une soumission chimique, illustre bien qu'il faut toujours rester vigilant et ne pas s'arrêter aux apparences. Voilà une exploration dense mais je trouve très éclairante de ce sujet complexe des intoxications aiguës. On retient vraiment l'importance d'une évaluation qui doit être rapide, structurée, d'une prise en charge vraiment adaptée aux toxiques en cause, et puis surtout ce suivi indispensable après l'épisode aigu, particulièrement quand il s'agit de gestes volontaires. Exactement. La vigilance constante et la méthode sont vraiment les maîtres mots face à ces situations où, comme l'illustre bien le cas de Monsieur X, les apparences peuvent être trompeuses et l'évolution peut être très rapide. Et pour finir, peut-être une petite réflexion que cette lecture m'inspire. Le texte mentionne la possibilité d'effets retardés avec les toxiques lésionnels, même après que le produit ait été éliminé. Au-delà de l'atteinte aiguë d'un organe bien identifié, comme le foie ou le rein, ça soulève peut-être la question d'impact potentiel à plus long terme, peut-être plus subtil. Je pense par exemple à d'éventuelles séquelles cognitives ou fonctionnelles qui pourraient persister après la phase critique, même pour des intoxications qu'on considère comme résolues. C'est une piste de réflexion qui va peut-être un peu au-delà de la gestion de la crise immédiate que décrit le chapitre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.